Bonjour tout le monde! Alors, tel que je vous l'avais annoncé à la fin de l'année 2022, cette année, j'ai décidé de me lancer dans la production de petites capsules, donc des capsules de 10-15 minutes à peu près, sur différents sujets qui touchent la santé mentale. Je commence aujourd'hui avec un sujet qui me touche particulièrement, en fait, c'est le sujet des personnes proches aidantes. Je vous raconte rapidement ma petite histoire à moi. Parce qu'aujourd'hui, c'est une journée spéciale, c'est le 15 janvier et c'est l'anniversaire de ma maman. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce sujet-là en premier, pour pouvoir partager mon histoire puis un peu parler de ça. Donc, ma mère et moi, on a toujours été très proches. Je ne sais pas si c'est le fait que je suis la dernière de ses 5 enfants, ou si c'est le fait que je suis la seule fille, ou encore qu'elle m'a élevée majoritairement seule, mais on a une bonne connexion et on a toujours été très proches l'une de l'autre. On avait un rêve qu'on chérissait qui était, qu'elle finisse, qu'elle puisse vivre sa retraite et toutes ces belles années, avec moi dans une maison intergénération, avec ma famille, avec mes enfants, pour pouvoir, toujours s'assurer d'être bien entourée, puis moi pour l'avoir toujours près de moi. Donc, on a réalisé ce rêve-là il y a à peu près 6 années. On a acheté, une maison et elle est venue vivre dans le logement, qui est rattaché à la maison. C'était génial, on revenait de la garderie avec les enfants allaient directement la voir, ça nous permettait à mon conjoint et moi d'aller faire certaines petites activités et sorties alors qu'elle, elle surveillait les enfants. J'ai passé un, même 2 congés de maternité aussi, à ses côtés, à être vraiment proche d'elle, à faire plein d'activités à chaque jour avec, le bébé avec elle. Donc c'était vraiment super. Malheureusement, après, peut-être 1 année et demie de cohabitation, elle a reçu un diagnostic d'une maladie, cognitive dégénérative, de type démence. Donc, à partir de ce moment-là, c'est sûr que ça a été plus difficile parce qu'à partir de ce moment-là, on tombe dans une perte d'autonomie de la personne. On tombe dans le besoin de s'occuper de la personne davantage. Donc, étant donné qu'on parle d'une maladie dégénérative cognitive, à partir du moment où elle a eu son diagnostic, elle a perdu son permis de conduire. Donc, automatiquement, ça enlève beaucoup d'autonomie à une personne de ne plus pouvoir se déplacer seule. Puis il y a comme un cercle vicieux qui embarque que moins on fait de choses, moins on est capable de faire de choses aussi. Donc, c'est devenu vraiment au quotidien de venir voir, m'assurer que ma mère était capable de se lever de son lit le matin, de m'assurer qu'elle mangeait tous ses repas, m'assurer qu'elle faisait sa toilette, de l'accompagner dans ses bains, et cetera, et cetera. M'assurer qu'elle avait des repas, de faire mon épicerie et son épicerie avec en même temps. Donc, c'était beaucoup de choses. Le travail, le maintien de la vie sociale, de s'assurer qu'elle puisse continuer de voir ses amis, et cetera, et cetera. Donc, c'est pas quelque chose qui est évident, mais dans les premières phases de la maladie, c'est quelque chose qu'on fait quand même, puis c'est on est moins usé parce que c'est quelque chose de nouveau qu'on commence, on s'adapte à un nouveau style de vie. Par contre, au fur et à mesure que la maladie évolue, puis que ça devient difficile, plus difficile, que la personne est de moins en moins mobile, ben, on n'a pas le choix d'en venir à trouver, d'autres solutions ou d'autres façons de faire. Pour ma mère, en fait, pour moi, c'était important de la maintenir le plus longtemps possible avec nous parce que c'était vraiment quelque chose, à quoi elle tenait et à quoi je tenais aussi. Donc ça a vraiment été, de s'occuper d'elle le plus longtemps possible. Évidemment, à la fin de mon dernier congé de maternité, j'ai dû retourner au travail. C'était plus difficile pour elle de rester seule les journées, et cetera. On a eu la chance que, le CLSC, bon, elle était suivie. Ils nous ont octroyé le permis d'avoir jusqu'à 54 heures d'aide à la maison. Donc, on payait quelqu'un pour passer les journées avec elle, des blocs d'heures avec elle, pendant que moi j'étais au travail. Puis le soir, je m'assurais que son souper, que tu sais, je lui donnais à manger, et cetera. Il y avait quelqu'un du CLSC qui venait pour l'aider au niveau des bains, au niveau du ménage, et cetera. Par contre, à un certain moment, ça a été, beaucoup plus difficile de la maintenir ici parce que, ça s'est mis à être difficile pour elle de marcher, donc de monter les escaliers. Puis, elle est dans un logement, en fait, où est-ce qu'il y a 2 étages, donc pour avoir accès à la salle de bain, il fallait absolument qu'elle puisse monter. Donc à partir de ce moment-là, c'est sûr qu'on a quand même continué parce qu'elle était capable de monter avec aide pour aller faire sa toilette. Mais à partir du moment où c'était vraiment difficile pour elle de monter en haut avec aide,
On a dû en venir à l'évidence qu'il fallait qu'elle soit déplacée. Elle pouvait pas venir chez moi non plus, parce que dans mon côté de maison, tout est sur étage, fait qu'il y avait pas, un seul palier où est-ce qu'on retrouvait une salle de bain et une possibilité de chambre pour elle, et que c'était sécuritaire. Donc on a dû la placer. Hem, Être un proche aidant, heu, c'est beaucoup sur le moral d'une personne. Quand on vit avec la personne, c'est, au quotidien, en fait. C'est de se dire: ben je peux pas aller faire des courses après le travail parce que, la personne s'attend à ce que j'arrive à 5 heures. Je dois aller m'assurer que tout est correct. Je dois aller, voir que qu'il manque rien, qu'elle a pas paniqué, qu'elle est pas sortie, qu'elle est pas partie se promener et cetera, puis que c'est perdu, par exemple. Donc, c'est vraiment toujours la charge mentale de se dire, ben, je dois être à la maison à telle heure, je dois respecter la routine. En fait, je dois faire ma routine de vie par rapport à la routine de la personne que j'aide. C'est sûr que ça, c'est difficile quand les gens vivent avec nous. Puis moi, je vous parle de ma mère, mais il y a des gens qui sont proches aidants pour leurs conjoints, il y a des gens qui sont proches aidants pour leurs enfants, il y a des gens qui sont proches aidants pour leurs frères, sœurs, un autre membre de la famille. Donc, c'est pas nécessairement toujours des personnes qui sont plus âgées qu'on aide. Des fois, c'est des personnes qui sont avec nous, qui vivent avec nous, euh, puis qui sont à notre charge, en fait, pour longtemps. Je le dis, je le mentionne parce que, bon, on sait que c'est toujours un peu particulier de penser à la mort d'une personne qu'on aime, sauf qu'il faut en venir à l'évidence que quand on aide une personne qui a un certain âge, éventuellement, elle va mourir. Ça fait partie de la vie. Toutefois, quand on aide un enfant, puis qu'on sait que l'enfant a des problèmes, a des difficultés, que ce soit un handicap physique, que ce soit une déficience intellectuelle, que ce soit peu importe ce que ça peut être, un trouble de santé mentale, mais qui fait en sorte qu'on doit s'en occuper, ben c'est quelque chose qui perdure beaucoup plus dans le temps. Donc, moi, je peux juste m'imaginer que pour moi, ben, c'est ma mère qui est malade, elle est quand même assez âgée. euh, et c'est hyper difficile, mais pour un parent qui se dit, ben mon enfant aujourd'hui a 17 ans, puis je dois m'occuper de lui pour toute sa vie, il pourra pas vivre de manière autonome, par exemple, ben ça fait vraiment beaucoup d'années à investir, puis ça a vraiment un impact sur la personne, sur la personnalité du proche aidant, puis sur le mode de vie du proche aidant. Fait que je pense que c'est ce que j'avais envie de mettre en lumière aujourd'hui à travers cette vidéo-là. Euh, que les gens comprennent, puis que les gens soient au courant que quand on est une personne proche aidante, ben notre vie est mise autour de la personne qu'on aide. C'est comme si on s'oublie pour faire passer les besoins de l'autre avant, parce que c'est des besoins de base auxquels on doit répondre pour s'assurer que l'autre personne puisse fonctionner. Aujourd'hui, ma mère est placée en CHSLD et malgré tout, euh, tu sais, on vit avec une certaine culpabilité. On a besoin de savoir qu'on est là pour la personne qu'on aime. Moi, de savoir que aujourd'hui, j'ai une grosse journée, je suis hyper fatiguée, ben, il faudrait que je n'aille pas au CHSLD pour être capable de récupérer. Ben, c'est extrêmement difficile d'accepter ça parce que pour moi, je sais que pour ma mère, c'est important. Elle nous reconnaît encore, elle a des plus belles journées quand on va la voir. Euh, Ça l'aide à passer au travers de plein de choses. Fait que je sais que pour moi, c'est important d'y aller puis de respecter la fréquence de mes visites qui est le plus souvent possible, en fait. Fait que de se dire, ben là, c'est soit je dors plus tôt aujourd'hui, puis je vois pas ma mère, ou soit je me couche tard, mais au moins je vais voir ma mère. Mais c'est un choix qui est extrêmement difficile à faire pour une personne proche aidante. Puis souvent, le proche aidant ne va pas nécessairement se choisir lui-même parce que sinon, ça vient avec une culpabilité qui est intense. Donc, au final, on finit par se dire, ben, je suis mieux de faire les choses moi-même, puis d'y aller, puis de ne pas avoir à traîner cette culpabilité-là. Un fait qui est important aussi, c'est que souvent, ben, si nos proches aidants, c'est nos enfants, c'est nos enfants. Si nos proches aidants, c'est nos parents. Ça vient souvent dans une période où est-ce que, tu sais, mettons 35 à 45 ans ou 30 à 50 ans, là, mettons là, dans une fenêtre de 20 ans.
Donc, c'est souvent à cet âge-là, quand on a 30 ans, quand on a 40 ans, quand on a 50 ans, que nos parents sont plus vieux. Mais c'est aussi encore une période où est-ce qu'à 30, 40 ans, euh, on est très, très, très occupé au niveau de la vie. C'est-à-dire qu'on travaille, on a donc une carrière à assurer. On a souvent des enfants qui sont en jeune âge ou qui ont encore besoin de nous. Quand on s'occupe d'une personne, ben, il faut quand même pas oublier notre famille ou pas oublier les gens avec qui on est. On a une vie sociale, on a des gens, on a des amis qui veulent faire des choses avec nous, qui nous invitent à plein de trucs. Euh, on a des choses qu'on a envie de faire, on a de l'énergie pour le faire quand on est dans la fleur de l'âge, dans ces âges-là, en fait. Puis, d'aider une personne, ben, c'est de se dire qu'on laisse tomber une certaine partie des choses qui nous allument ou des choses qu'on aime. Tu sais, moi, en ce moment, me demander est-ce que tu voudrais faire un voyage? Mais pour moi, c'est non, parce que je peux pas m'imaginer laisser ma mère partir un 2 semaines, un 3 semaines, puis risquer qu'il se passe quelque chose pendant que je suis pas là, ou qu'elle sache pas, tu sais, qu'elle comprenne pas pourquoi je viens plus la voir, ou que ça ait un impact sur la personne. Donc, au final, c'est notre culpabilité à nous qui fait en sorte qu'on va s'empêcher de faire certaines choses. Mais ça fait un peu partie, là, si on veut, de l'expérience d'être proche aidant. Mais ce qui est important, en fait, c'est de ne pas avoir peur de demander de l'aide. Tu sais, particulièrement dans les communautés afro, dans les communautés noires, on veut garder nos membres de la famille à la maison, puis c'est génial. Des fois, on a peur d'aller chercher de l'aide, on a peur de demander parce qu'on se dit, ben s'ils voient que ma mère ou que telle personne qui vit chez moi a certaines difficultés, ben ils vont nous dire qu'il faut la placer, puis nous, on veut pas, donc on en fait, on en fait, on en fait, on en fait, puis on s'épuise. Mais il faut pas avoir peur d'aller chercher certaines ressources. Il faut pas avoir peur d'aller faire le plus qu'on peut aussi. Puis tu sais, ça peut être des ressources dans la famille, ça peut être de se dire avec nos frères, avec nos sœurs, de partager des temps de visite, de faire en sorte que nous, on puisse avoir du répit. Par exemple, toi, tu vas venir passer la journée avec la personne, tu te demandes ça à ton frère de venir passer la journée avec la personne, comme ça, tu peux aller faire tes commissions, tu peux aller faire ton épicerie, tu peux aller limite faire, je sais pas, au spa ou voir une amie ou faire des choses que t'aimes et qui te relaxent, prendre un cours de X, Y, Z choses. Mais c'est important, il faut se permettre de demander de l'aide. Euh, Moi, j'ai été chanceuse avec ma mère, on a eu vraiment beaucoup d'aide, comme je disais tout à l'heure, ils nous ont autorisé un certain nombre d'heures. Euh, mais c'est ce qu'il faut, il faut se permettre d'aller demander cette aide-là aussi. Puis une fois qu'on a demandé de l'aide pour la personne, pour se permettre de se ressourcer puis de faire des choses pour nous, ben il faut aussi se permettre d'en parler, hein. Que ce soit à un conjoint, que ce soit à une amie. Il y a des journées quand on a un proche aidant qui sont vraiment plus difficiles que d'autres, que la personne qu'on aide va être dans des moments de détresse, dans des idées noires, qu'elle va plus voir le bout du tunnel, puis que c'est vraiment difficile pour la personne, que ce soit notre mère, que ce soit notre enfant, que ce soit un membre de la famille. C'est vraiment difficile pour la personne de voir l'aider dans cette situation-là. Puis après ça, on ramène ça chez nous. Donc, si on va passer du temps avec la personne qu'on aide l'après-midi, puis qu'après ça, on revient chez nous le soir, ben, ça a un impact sur les gens avec qui on vit. Si on leur explique pas comment on se sent, si on leur explique pas ce qu'on vit, c'est vraiment difficile pour eux de comprendre où est-ce qu'on se situe. J'ai parlé beaucoup des impacts psychologiques euh, que ça peut avoir, donc les effets que ça a sur la santé mentale d'être une personne proche aidante. Il y a certains proches aidants aussi, c'est pas à négliger, mais ça va avoir des impacts économiques. Parce que de demander de l'aide, de payer des services, d'avoir quelqu'un qui est là pour nous, de payer des traitements pour une personne qui est malade puis qui a besoin de médicaments qui ne sont pas couverts par des assurances, par exemple, euh, ça a un impact très grand aussi sur la personne aidante qui va vouloir évidemment que la personne aidée reçoive les meilleurs services possibles, mais ça l'amène un stress financier. Puis c'est difficile de se dire, ben, je choisis entre, je sais pas moi, inscrire mes enfants dans une certaine activité ou un traitement pour la personne que j'aide. Ben, c'est un stress qui est là quand même parce qu'on veut donner le meilleur de nous-mêmes à tout le monde. Puis c'est souvent dans ce contexte-là qu'on en vient à s'oublier.
Donc, rapidement, avant de terminer, je tiens à dire aussi qu'il y a certaines choses qui existent pour les proches aidants, des groupes d'entraide. Puis c'est vraiment super, puis il faut se permettre d'y aller, il faut se permettre de voir ça. Par exemple, par rapport à ma mère, je sais que la Société Alzheimer nous proposait une activité, par exemple, une après-midi, on allait, ils prenaient ma mère en charge avec d'autres personnes qui étaient aussi malades, qui avaient une maladie cognitive, puis ils faisaient des activités, ils les animaient, ils faisaient des trucs avec eux, ils assuraient la surveillance, puis pendant ce temps-là, nous, on pouvait aller dans une autre pièce avec d'autres proches aidants, puis parler un peu de ce qu'on vivait. C'est sûr qu'il y a des trucs aussi qui existent pour les proches qui vivent avec une personne qui a un cancer. Il y a des groupes de parents qui existent pour les gens qui vivent avec un enfant qui a certaines difficultés. C'est pas toujours facile de trouver ces ressources-là, mais il faut se permettre d'aller les chercher. Puis il faut se permettre d'exprimer, puis de dire ce qui se passe, puis d'aller demander de l'aide dans notre réseau si on en a besoin, que ce soit pour de l'écoute, que ce soit pour une journée de répit, que ce soit pour essayer de trouver des ressources pour nous aider ou pour aider la personne malade. Il faut juste s'assurer de ne pas rester seul avec la situation qu'on vit. Donc voilà, c'était ma petite vidéo aujourd'hui sur les personnes proches aidantes. C'est vraiment une petite vidéo, un 15 minutes, à peu près un 16 minutes. Donc ça ne couvre pas tout, mais je pense que c'est important juste d'ouvrir le sujet